Comment expliquer qu'une poignée d'hommes ait résisté à l'assaut d'une armée qui les surpassait en nombre de près de 20 fois? Les chroniqueurs romains écrivaient sur de tels affrontements sans fioriture, mais même les lignes arides de Tite-Live résonnent comme un coup dans la poitrine. Un petit contingent de légionnaires tient une ville fortifiée face à une immense coalition de tribus. Vous avez l'impression que l'air se comprime, comme si l'histoire elle-même vous interrogeait personnellement. Qu'est-ce qui pousse un homme à rester là où d'autres fuient? Et tant que cette question reste en suspens, une seule promesse demeure. La réponse finale ne sera pas celle qu'on attend habituellement de l'histoire militaire. Les fouilles sur de tels forts romains révèlent les garnisons se retrouvaient souvent coupées du monde en raison de révoltes soudaines ou de raids rapides. Les archéologues y ont trouvé d'épaisses couches de plâtre brûlé et des flèches de type gaulois dans les couches culturelles, confirmant les dires des auteurs antiques concernant des sièges de plusieurs heures. Dans de telles circonstances, tout officier comprenait. Le temps devenait une véritable monnaie. Les commandants romains, comme l'écrivait Polybe, s'appuyaient sur ceux que l'on pourrait appeler aujourd'hui des coordinateurs de combat, les tribuns. Ils étaient une sorte d'officiers subalternes modernes qui répartissaient les forces, identifiaient les points de tension et maintenaient la discipline au moment critique. Ce mot, tribun, sonne sec, mais derrière lui se cache l'image d'un homme qui, au milieu du fracas et de la fumée, détermine qui survivra dans les prochaines minutes. Imaginez les rues pavées d'une ville provinciale exiguë, où la chaleur ruisselait des murs comme du métal incandescent. Sous les semelles des légionnaires, le craquement des tuiles brisées se faisait entendre. Sur les tours, les Romains érigeaient des étendards de signalisation. C'était le seul moyen de faire savoir aux postes voisins que la garnison était encore en vie. La structure même de la ville se transformait en bouclier. Passages étroits, portes fortifiées, barricades intérieures. Pourtant, le plus étrange ne commençait pas ici, mais un peu plus tôt, dans la raison pour laquelle ce détachement s'était retrouvé dans une telle situation. C'est précisément là que se cache la première couche de la future énigme, qui émergera à la fin de l'histoire, nous invitant à réfléchir au rôle que joue un petit choix, fait par une seule personne, alors que les murs s'effondrent autour. Jusqu'au moment où la ville est devenue un piège, seules quelques semaines s'étaient écoulées. Et c'est précisément cette préparation, décrite par Polybe et Tite-Live, qui montre que les Romains ne comptaient jamais sur la chance. Ils vivaient selon le principe « ce qui peut être fortifié aujourd'hui sauvera des vies demain ». La garnison, forte de plusieurs milliers d'hommes, reçut l'ordre de renforcer les murs, de vérifier les entrepôts et de préparer les lignes de défense de réserve. Dans les sources antiques, il n'y a pas une seule mention de panique, seulement la rigueur romaine. Un inventaire des provisions fut réalisé, le matériel distribué, les fortifications intérieures rénovées. Et pourtant, entre les lignes, on sent un frisson, comme si les guerriers savaient qu'une tempête allait bientôt s'abattre sur la ville. Quand les historiens parlent de la préparation romaine, ils mentionnent souvent les hommes qui étaient responsables de la survie quotidienne de l'armée. C'étaient ceux que l'on peut appeler les chefs d'approvisionnement, les questeurs. Ils veillaient à ce que, chaque semaine, le soldat reçoive une ration de blé, de sel, de vin et de vinaigre. Tout cela, selon les données des fouilles, était stocké dans de grandes amphores, numérotées et rangées dans un ordre strict. Les amphores, trouvées par les archéologues sur les sites de garnisons similaires, portent souvent des marques au charbon indiquant les dates de livraison, ce qui offre une chance rare de plonger dans la routine quotidienne des assiégés. L'équipement de chaque légionnaire pesait environ 30 kg. Un casque de bronze, une cuirasse métallique, un glaive affûté, un bouclier droit avec un noyau en bois, 2 javelots légers. Comme l'écrivait César, le soldat porte sa maison sur ses épaules, et ce n'était pas une exagération. Dans son sac à dos,
Le légionnaire devait garder les maigres restes de ses effets personnels, une paire de courroies de rechange et un pieu en bois pour les fortifications du camp. Mais maintenant, les pieux ne seraient pas nécessaires. Dans la ville fortifiée, il n'y avait pas de place pour les camps de campagne, et chaque pierre se transformait en dernier bastion de défense. Le terme le plus important de cette étape devient un mot, derrière lequel se cache tout un système de résilience psychologique. C'est la répartition interne de l'espace de défense, les lignes de maintien officieuses. L'équivalent moderne de cette notion sont les couloirs stratégiques, des zones qui doivent être tenues à tout prix. Et c'est plus tard que les auteurs romains nomment ce principe du mot latin intervallum, l'intervalle entre le mur et les fortifications intérieures, où les soldats pouvaient se regrouper et reprendre leur souffle avant le prochain assaut. On peut imaginer à quoi ressemblait cet intervallum durant les premières heures de la mobilisation. La poussière flottait dans l'air, comme un brouillard. Les centurions, ceux-là même dont parlait Goldsworthy, marchaient le long des murs et vérifiaient s'il n'y avait pas de point faible. Ils frappaient les blocs de pierre avec les poignets de leurs bâtons de vigne, les vindictae, pour écouter le son. Sourd, solide, ou étrangement résonnant. Les citadins traînaient vers les portes de la forteresse des charrettes remplies de planches, de paniers, et même de longs volets brisés. Tout se transformait en fortification. Et pourtant, le moment clé de la préparation n'était pas lié aux murs ni aux provisions. Il était lié au mouvement. Les tribuns, les centurions étaient entraînés à veiller à ce que les soldats ne restent pas inactifs. Polybe écrivait que, sans mouvement, l'esprit perd de sa vivacité. Et les Romains savaient que si le silence s'installait dans la garnison, il se transformerait en peur. C'est pourquoi on donnait aux soldats de courtes tâches. Renforcer une barricade, transporter des pierres, vérifier un puits. C'était une manière de détourner l'esprit de la pensée qui pouvait détruire n'importe quelle armée. Que l'ennemi par dizaines de milliers était déjà en marche. Dans les lettres conservées sur des tablettes de bois des frontières nord de l'Empire, on trouvait de courtes lignes « Nous les entendons la nuit ». Et ici, dans cette ville, la garnison entendait probablement un lointain grondement. Tite-Live notait que les armées barbares se déplaçaient souvent bruyamment avant la bataille, s'encourageant par des cris et le cliquetis des armes. Si ces cris parvenaient réellement jusqu'au mur, alors la préparation romaine se transformait en une tentative désespérée de maintenir l'ordre face au chaos imminent. Mais le plus inquiétant n'était même pas le bruit. C'était le fait que, le dernier soir avant le siège, l'un des tribuns, comme l'écrivit un auteur tardif, ordonna de retirer toutes les torches inutiles et de n'en laisser que quelques-unes. Ce n'était pas par économie. C'était fait pour que l'ennemi ne puisse pas distinguer les points faibles sur les murs. Et c'est à ce moment précis qu'il devint clair. La nuit n'appartenait plus à la ville. Elle appartenait à ceux qui marchaient vers ses portes. Et tout ce qui se passerait ensuite naîtrait de ce silence, impossible à oublier. Quand l'aube se leva, la ville exhala un soupir, mais seulement pour un instant. Tite-Live écrivait que les premiers coups du destin arrivent souvent au moment où l'homme décide que le danger tardera. La garnison vit une longue ligne irrégulière s'élever au-dessus de l'horizon, comme une fissure noire sur le bord doré du ciel matinal. C'était une armée que diverses sources évaluent différemment, mais s'accordent sur un point. Elle était immense, si immense que sa queue se perdait dans la poussière. Selon l'historien moderne Goldsworthy, les armées tribales aimaient impressionner par leur taille. Le nombre devenait une arme en soi. Le premier terme de cette étape est lié au mouvement de l'armée, sans lequel tout affrontement se transforme en chaos. Le citadin moderne appellerait cela une colonne de marche, mais les Romains utilisaient le mot agmen, une ligne de marche étirée, où l'ordre détermine si vous survivrez aux premières minutes de l'attaque. Maintenant, essayez de voir cet agmen avec les yeux d'un soldat sur le mur. Une bande infinie de boucliers et de lances, qui s'écoule lentement comme une rivière de métal, d'hommes et de fracas.
Les premières minutes de l'assaut sont toujours les plus terrifiantes. Polybe écrivait que les barbares, avant l'attaque, créaient souvent un bruit qui devait effrayer avant de frapper. Et le voilà, ce bruit, qui déchire le silence matinal. Le rugissement de milliers de voix, les coups sur les boucliers, le sifflement des flûtes et des cors. La ville trembla, comme si le son lui-même avait poussé les murs. Les légionnaires, postés sur les tours, sentaient la vibration sous leurs pieds. Des études archéologiques montrent que les escaliers étroits et les plattelages en bois au-dessus des murs amplifiaient la résonance et faisaient trembler les structures. Les centurions, que les auteurs antiques décrivent comme les piliers d'acier de la Légion, levèrent leurs bâtons de vigne. Ce claquement sur les boucliers, entendu de tous, ne signifiait qu'une chose: maintenir la formation. Mais même la discipline de fer ne peut effacer de la mémoire le moment où la première vague d'ennemis s'approcha à portée de jets de pierre. Sur les murs, l'odeur du fer chaud et du cuir humide flottait. C'était l'odeur des boucliers qui avaient chauffé au soleil avant même le début de la bataille. Le soleil tombait directement dans les yeux des défenseurs, se reflétant sur les casques des assaillants. Les Romains connaissaient d'avance cette particularité. Tite-Live notait que les commandants expérimentés s'efforçaient de choisir des positions de manière à ce que la lumière frappe le visage de l'ennemi. Mais aujourd'hui, le soleil ne jouait pas en faveur des défenseurs. Le tribun, qui commandait la tour Est, ordonna de lever les boucliers plus haut. C'était la seule chose qui pouvait compenser l'éblouissement. Quand la première vague arriva sous les murs, il devint clair. Ce ne serait pas un simple assaut, mais une épreuve pour savoir si la pierre résisterait à ce que l'histoire déverse sur les hommes. Les barbares utilisaient de longues échelles, tressées à la hâte avec des troncs frais, et selon Tacite, ils attaquaient souvent côte à côte, comme un seul corps. Cette image frappe par sa puissance. Des centaines de corps qui s'élèvent, comme des racines vivantes, cherchant à escalader les murs. Et pourtant, le premier véritable coup ne fut pas l'attaque, mais ce que les Romains remarquèrent entre les rangs ennemis. Là, des arbres massifs, taillés à la hâte, avançaient. Quite-Live écrivait à propos de béliers similaires, des arbres auxquels on donnait des noms de dieux pour inspirer la peur aux défenseurs. Ces béliers, lourds comme les marteaux du destin, commencèrent à rouler vers les portes. Un coup sourd, puis un autre, et les portes tremblèrent. Entre-temps, les légionnaires sur les murs voyaient ce que les auteurs antiques décrivaient rarement, mais que les archéologues confirment par leur découverte. La terre autour des fortifications se transformait rapidement en une bouillie visqueuse d'argile broyée, d'herbe et de sang. C'est sur ces pentes que les ennemis grimpaient, tombaient, puis se relevaient. À cause de cela, les assaillants se déplaçaient de manière inégale, rompant leur propre rythme, et les Romains s'efforçaient de saisir ce moment pour jeter de lourdes pierres vers le bas. Il semblerait que tout soit prévisible. L'ennemi pousse, les défenseurs repoussent. Mais c'est précisément à ces minutes qu'apparurent les premiers signes que la ville pourrait survivre à ce jour. Un bref signal retentit au-dessus du mur, le son d'une trompette métallique que les Romains utilisaient pour transmettre des ordres. Les auteurs antiques appellent cet instrument la tuba. Son son aigu, presque déchirant, signifiait « le premier assaut est tenu, la résistance n'a pas flanché ». Et pourtant, personne sur les murs ne savait que ce n'était que le début, que la véritable épreuve ne viendrait ni avec le premier assaut, ni même avec le second. Elle arriverait lorsque les ennemis changeraient de tactique, et la ville comprendrait que tout ce qu'ils avaient enduré n'était qu'un prélude à ce qui pouvait briser même les murs de pierre. Polybe écrivait que la véritable crise d'un siège commence lorsque les assaillants cessent de faire des erreurs, et c'est précisément ce qui se produisit le deuxième jour. Si le premier assaut avait été un afflux chaotique, maintenant les ennemis se déplaçaient différemment, plus lentement, plus densément, comme si chacun de leurs groupes faisait partie d'un mécanisme unique. La ville se réveilla au son d'un lourd bourdonnement.
Coups de marteau sur des rondins, grincement de roues, fracas de plaques métalliques. Les légionnaires comprirent. L'ennemi ne préparait pas un nouvel assaut, mais une pression méthodique qui pouvait étouffer n'importe quelle forteresse si on lui en laissait le temps. Le terme le plus important de cette étape devient ce que l'homme moderne appellerait un abri mobile, et que les Romains nommaient veltariae, des structures en bois couvertes de boucliers, sous lesquelles les assaillants pouvaient s'approcher au plus près des murs. Les découvertes archéologiques, y compris des fragments calcinés de planches épaisses près des portes détruites de villes fortifiées similaires, montrent qu'une telle technique était effectivement utilisée massivement. Les veltariés ressemblaient à de bas tunnels mobiles, à l'intérieur desquels les gens se déplaçaient presque courbés, comme si la terre elle-même donnait naissance à des unités ennemies. Sous les murs, ils rampaient, comme de sombres bêtes multipèdes. Les légionnaires du haut ne voyaient que des rangées de boucliers se déplaçant sur le sol avec une lenteur terrifiante. Ce spectacle agissait sur les nerfs plus que n'importe quelle attaque à l'échelle. Vous êtes debout sur le mur, serrant la poignée de votre glaive, mais devant vous, il n'y a pas de cible. Seulement un revêtement sourd et mouvant, sous lequel l'ennemi grandit, comme une ombre menaçante. À ce moment, le centurion de la garnison, comme l'écrivait Tite-Live dans des descriptions similaires, ne surveillait pas l'ennemi, mais les siens. Il marchait le long du mur, inspectant chaque soldat du regard, tel un médecin évaluant l'état d'un patient avant une opération. Le centurion déterminait qui fléchirait et qui tiendrait bon. Entre ses mains se trouvait l'ordre, une ligne mince qui séparait la résilience de la panique. Les inscriptions archéologiques sur les tombes des centurions les décrivent comme des hommes qui maintenaient l'honneur de l'armée. Et ici, sur le mur assiégé, leur tâche prenait une signification presque sacrée. Lorsque les Veltariae s'approchèrent, commença ce que les auteurs antiques appellent la bataille sous le mur, un type de combat particulier où les sons deviennent plus importants que la vue. Vous ne voyez pas l'ennemi, mais vous l'entendez tenter de saper les fondations, les béliers s'enfoncer dans les portes, les poings frapper les traverses, comme si le mur lui-même s'était transformé en tambour du destin. Les fouilles à Goldberg et à Lésia montrent que, dans les lieux de siège prolongés, les pierres s'effondraient souvent non pas à cause des béliers, mais à cause de la base minée. Les Romains répondirent par le feu. Tite-Live et Tacite notaient que les garnisons utilisaient souvent un mélange de pois, d'huile et d'étoupe enflammée pour incendier les structures en bois. L'odeur de la poix brûlée emplit les rues. Une épaisse fumée noire s'éleva au-dessus du mur, et les Veltariae commencèrent à s'embraser les unes après les autres. Il semblait que le feu avait enfin rendu l'avantage aux Romains. Mais ce feu avait un prix. Lorsque les flammes enveloppèrent les échelles et les plateformes extérieures, la chaleur frappa le mur lui-même. Les revêtements métalliques des boucliers des légionnaires commencèrent à chauffer. Le bois des plattelages commença à craquer. Sur la tour, le tribun fut contraint d'ordonner un repli vers l'intervallum intérieur, cet espace que nous avions déjà vu auparavant lors de la préparation. Et maintenant, il devenait un salut. Un couloir étroit où les guerriers pouvaient se retirer, se protégeant de la chaleur avec leurs boucliers. L'odeur de cuir brûlait des gants, la fumée déchirante qui faisait pleurer les yeux, les cris des blessés. Tout cela créait la sensation que l'air se transformait en arme de l'ennemi. Et pourtant, les défenseurs tinrent bon. Les historiens militaires modernes notent qu'un feu intense agit différemment sur le psychisme. L'assaillant perd sa détermination lorsque son abri brûle, tandis que le défenseur, au contraire, trouve dans le feu une rage qui l'aide à tenir ses positions. Mais le plus étrange se produisit dans l'après-midi. Quand le feu s'éteignit et que la fumée s'éleva haut, révélant un ciel clair, le silence s'installa. Impie, oppressant, inhabituel. Les ennemis n'attaquaient pas. Ils semblaient attendre. Tite-Live décrivait de telles pauses comme des interruptions qui annoncent des changements de tactique.
Et la garnison comprit. Cette pause n'était pas une grâce, mais un présage. Pendant que les légionnaires descendaient chercher de l'eau et changeaient leurs pansements, les tribuns remarquèrent un détail inquiétant. Au loin, là où l'ennemi se cachait derrière le camp, des colonnes de poussière commencèrent à s'élever. Régulières, rythmées, comme si des rangs entiers d'hommes se déplaçaient. Ce n'était pas une préparation habituelle à l'assaut, c'était une manœuvre. Et alors, il devint clair. Le 3e jour du siège ne ressemblerait pas aux 2 précédents. Si les premiers assauts avaient testé les murs, le prochain coup testerait l'esprit même de la garnison. Et de la résistance de cet esprit dépendait plus que ce que les commandants romains les plus expérimentés n'auraient pu imaginer. Le 3e jour, lorsque le soleil se leva au-dessus de l'horizon, les Romains virent ce que Tacite appellera plus tard la tromperie du silence. Devant les murs, il n'y avait pas les vagues habituelles d'assaillants. Les ennemis s'étaient rangés en un large et dense demi-cercle et ne bougeaient pas, comme une gueule immense qui s'apprête à se refermer, mais qui pour l'instant ne fait que respirer. Les légionnaires sentirent l'air devenir plus lourd, comme si la terre elle-même retenait son souffle. C'est de tels moments que les historiens antiques décrivaient comme le prélude au coup décisif. Le terme principal de cette étape devient le type de formation de combat statique que le spectateur moderne appellerait une plaque défensive inébranlable, et que les Romains nommaient Ulycia. C'était une formation où chaque guerrier se transformait en un élément rigide d'une ligne continue, et non en une figure isolée. L'Ulycia faisait une seule chose. Elle tenait bon. Elle ne gagnait pas, ne contre-attaquait pas. Elle endurait l'assaut, remplaçant les hommes en première ligne, comme des pierres dans une maçonnerie de forteresse. Et maintenant, c'est précisément cette formation qui sauvait les légionnaires, car les ennemis se préparaient à ce que Tite-Live décrivait par un seul mot: la pression. La scène devant les murs devenait rapidement non seulement inquiétante, mais effroyablement ordonnée. Les ennemis avaient avancé d'énormes boucliers en bois, formant des murs mobiles. Entre eux, des hommes se déplaçaient avec de longues perches munies de crocs à leurs extrémités. De tels crocs ont été trouvés par les archéologues près des ruines de villes assiégées, en fer, lourds, clairement destinés à tirer les défenseurs des murs. Et maintenant, les crocs s'élevaient, comme les griffes d'une bête gigantesque prête à arracher les Romains, comme s'ils n'étaient que des pierres dans le mur. Quand les ennemis s'approchèrent, l'Ouasté Sulicia se manifesta. La première ligne des Romains pressa ses boucliers contre le parapet. La deuxième ligne tendit les hampes de ses lances. La troisième était prête à prendre la place des 2 premières. Polybe écrivait qu'un tel changement de rang pouvait se produire toutes les quelques minutes, mais sur le mur, dans un espace étroit, cela se transformait en un balai presque impossible. Imaginez, plusieurs centaines d'hommes, chacun en armure, chacun avec un bouclier, essayant de se déplacer en synchronisation, sans laisser aux ennemis la moindre chance de percer une brèche d'une largeur de main. Une erreur ici était synonyme de mort. Le son du combat avait changé. Si les premiers jours c'étaient des cris, des coups, le fracas des béliers, maintenant c'était un sifflement métallique continu. Les crocs s'accrochaient au bouclier, raclaient la pierre, se coinçaient dans les interstices de la maçonnerie. Parfois, un guerrier était tiré vers le bas, et son corps tombait de la hauteur, s'écrasant au sol ou tombant entre les mains des ennemis. Ces chutes résonnaient si lourdement que les genoux des personnes à proximité tremblaient. Personne ne le disait à haute voix, mais chacun comprenait. Le mur pouvait être pris non pas par un assaut, mais par l'arrachement lent des hommes, un par un. Les centurions utilisaient les signaux que César décrivait. De courts cris, des coups de bâton sur la pierre, des gestes rapides. C'était un ancien système de marque tactique, comprise seulement des leurs.
Ils maintenaient la formation. Ils faisaient fonctionner l'Ulycia. Quand un croc s'accrochait au bord d'un bouclier, le légionnaire le plus proche tendait le sien et poussait en avant, comme si une seconde main aidait la première à tenir bon. Mais la partie la plus difficile de la journée arriva vers midi. Les ennemis commencèrent à lever les échelles, non pas directement vers le mur, mais en angle, forçant les Romains à étirer leurs forces. Maintenant, il fallait se déplacer le long de l'intervallum intérieur, que nous avons déjà vu dans les parties précédentes de l'histoire, là où la garnison se cachait du feu. Seulement maintenant, l'intervallum était devenu un couloir pour le déplacement des hommes. Il se remplit du cliquetis du fer, du piétinement, des cris des porteurs qui montaient autour des amphores d'eau pour refroidir les boucliers. La ville vivait en mode de mouvement continu. Si auparavant le combat était localisé, aux portes, sous la tour, à la brèche, maintenant il s'étendait sur toute la longueur du mur. Les ennemis exerçaient une pression simultanée sur des dizaines de sections. C'est ainsi que les Romains virent pour la première fois qu'ils n'avaient pas affaire à une foule, mais à une masse organisée, capable d'utiliser des techniques complexes. L'historien moderne Keegan écrit que de tels moments transformaient même les grandes garnisons en un grand pouls, un cœur qui doit battre régulièrement, sinon le mur s'effondrera. Au milieu de la journée, les Romains ne sentaient presque plus leurs bras. La peau sous les courroies d'armure était écorchée jusqu'au sang. Le vin dans les gourdes avait depuis longtemps chauffé et était presque immangeable. Mais l'eau était consommée avec parcimonie. Selon les calculs des archéologues, un plus de garnison ne pouvait fournir qu'un volume limité de liquide. Et si les ennemis avaient attaqué l'approvisionnement en eau, la ville serait tombée. Et pourtant, la résistance continuait. Les guerriers, que les sources appellent simplement les soldats de la garnison, se transformaient en ce que nous appellerions aujourd'hui des coins humains, des morceaux de mur insérés entre les pierres. Leurs efforts étaient presque surhumains. Mais vers le soir, il se produisit ce qui aurait pu mettre fin définitivement à la défense. L'une des unités ennemies réussit à traîner un énorme bélier en bois, de près de 6 mètres, jusqu'aux portes sud. Les coups de ce bélier résonnaient dans toute la ville. Chaque son était comme un battement de cœur. Il semblait que d'un instant à l'autre, le bois allait céder. Et alors, le tribun prit une décision dont Tacite écrivit plus tard. Il retira une partie des hommes du mur et les envoya plus profondément dans la ville, là où ni la fumée ni les cris ne parvenaient. C'était la dernière réserve. Mais où exactement les mena-t-il, et ce qui s'y passait, deviendra la partie la plus importante de l'explication finale, qui reliera tout ce que nous avons entendu à la question qui nous préoccupait au début. Le tribun mena les guerriers de réserve par un passage étroit, souvent appelé dans les rapports romains l'itinéraire intérieur, une sorte d'artère cachée entre les quartiers résidentiels, menant à l'endroit où se jouait le destin de toute la ville. Ce chemin n'était pas prévu pour les déplacements militaires. Il serpentait, contournait les cours de ferme, passait entre les entrepôts de céréales et les ateliers. Mais c'est précisément lui qui permettait de déplacer des hommes sans que l'ennemi ne s'en aperçoive, préservant une manœuvre dont on dira plus tard « La ville se battait comme un organisme vivant ». Lorsque les guerriers atteignirent la place centrale, ils virent ce qui est habituellement caché de la ligne de front. Ici se trouvait le noyau de commandement improvisé, non pas un quartier général réglementaire, ni la tente d'un général, mais plutôt un point où se rejoignaient la logistique, la médecine et la gestion. Sur le sol, en tas, gisaient des boucliers brisés, des fragments de pilum, des pointes de balistes cassées. À côté se trouvaient des brancards, sur lesquels les sanitarii, les premiers prototypes de médecins de campagne, transportaient les blessés. L'odeur de sang et de métal incandescent était dense, presque poisseuse. Et au milieu de ce chaos, comme au centre d'un tourbillon, le tribun rencontra 2 ingénieurs, les Fabri. La guerre ne pouvait exister sans eux.
C'étaient des hommes capables de créer l'impossible, réparer des catapultes sous le feu, assembler de nouvelles balistes avec des matériaux de fortune, renforcer les murs, même quand ils craquaient déjà sous les coups du bélier. L'un d'eux tenait une tablette de cire avec des calculs, des lignes, des angles, des marques qui n'auraient rien dit à un soldat ordinaire. Ces deux-là montrèrent aux tribuns ce qui allait devenir le tournant du siège, une galerie souterraine. À première vue, juste une ancienne cave, vestige des anciens habitants de la ville. Mais les Romains avaient déjà mené des reconnaissances et découvert la galerie s'étendait sous les portes sud, juste sous le point où frappait le bélier. L'ennemi, ignorant cela, concentrait ses efforts précisément là où la pierre était faible, mais pas dans le sens où il le pensait. Le fait est que les Romains n'allaient pas utiliser ce tunnel pour une explosion. Les explosifs n'existaient pas encore. Ils allaient appliquer une vieille technique grecque décrite par Héron d'Alexandrie. Une émission de feu par contre-tunnel. C'était une méthode extrêmement rare, presque oubliée. Mais les ingénieurs la connaissaient. Elle consistait en ceci. Lorsque l'ennemi frappait les portes avec un bélier, on pouvait, depuis la base, libérer un nuage de fumée épaisse et de flammes, créé à partir d'un mélange de pois, d'huile et de roseaux secs finement hachés. Le mélange, en s'enflammant, créait l'effet d'une vague de feu projetée d'une gueule étroite. Le tribun comprenait. C'était un risque. Si le calcul de l'angle ou de la distance était incorrect, le feu frapperait l'intérieur de la ville. Mais si le calcul était précis, il disperserait l'ennemi en quelques secondes, les forçant à abandonner le bélier et à battre en retraite. Pendant que les ingénieurs préparaient le mélange, les guerriers de réserve commencèrent à renforcer l'entrée de la galerie. Ils traînèrent 2 grands boucliers, les placèrent comme un écran, pour, si quelque chose tournait mal, au moins ralentir le feu. Dans l'obscurité du couloir souterrain, il y avait une odeur de pois, de brûlé et de sueur. Les guerriers se passaient des cruches, des chiffons, des paquets de roseaux, tout ce qui pouvait s'enflammer rapidement et vivement. Pendant ce temps, en haut, les coups du bélier s'intensifiaient. Chaque nouvelle vague sonore résonnait dans les murs de la galerie par une vibration sèche. Les pierres semblaient craquer en réponse. Les ennemis avaient déjà apporté des étais supplémentaires pour des coups plus précis. Selon les calculs des ingénieurs, encore 3 ou 4 poussées puissantes et les vantaux des portes commenceraient à se fendre. Et alors, une torche brilla. L'un des fabris fit un bref signe de tête au tribun. Tout était prêt. Il ne restait plus qu'à attendre une chose. Le moment où le prochain coup du bélier créerait la vibration idéale, ouvrant le canal de pierre étroit. Ce moment arriva quelques secondes plus tard. Le grondement du bélier devint plus grave, plus puissant. Les ennemis, semble-t-il, étaient passés à des coups synchronisés. La pierre trembla. Le tribun donna l'ordre. La torche fut plongée dans le mélange. Et à cet instant, sous la ville, naquit une vague de feu qui devait décider de l'issue de tout le siège.